L'impôt, monseigneur, est un venin redoutable. Il vous aliène ceux qui en paient trop, et plus encore ceux qui n'en paient point. Formule attribuée à Necker, telle que mise en scène par l'historien Philippe Dessertine. Une phrase qui dit tout de cet homme, banquier genevois au service d'un royaume qu'il ne comprenait pas tout à fait, et que le royaume ne comprenait pas non plus. Mai 1781. Paris apprend la nouvelle. Necker a démissionné. En quelques heures, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des centaines de Parisiens, bourgeois, artisans, gens du commun, quittent la ville et prennent la route vers le nord. Ils marchent, ils montent dans des voitures, ils se pressent. Ils vont à Saint-Ouen. Parce que c'est là, dans son château de campagne sur les bords de la Seine, que le ministre déchu s'est retiré. Et ils veulent lui dire, à lui, un étranger protestant, sans titre de noblesse, un simple banquier genevois, qu'ils sont avec lui, que son renvoi est une injustice, que la France a besoin de lui. Ce jour-là, le château de Saint-Ouen devient quelque chose de rare dans l'histoire de l'Ancien Régime, un lieu de pèlerinage politique populaire. Pas pour un roi, pas pour un général victorieux, pour un ministre des Finances. C'est toute la singularité de Jacques Necker. Cet homme a exercé le pouvoir à 3 reprises, a failli sauver la monarchie, a peut-être contribué à la perdre et a fini par s'effacer dans le silence de l'exil. Mais pendant 15 ans, il a été l'homme le plus aimé et le plus détesté de France, souvent en même temps, et Saint-Ouen est au cœur de cette histoire. Nous sommes dans la France des années 1770-1789, une France qui se cherche, qui s'endette, qui tremble sur ses bases. La monarchie absolue de Louis XIV est loin. Le petit-fils, Louis XV, a régné longtemps, mais mal, laissant derrière lui des finances royales, proches du désastre, et une aristocratie qui a réappris à résister au pouvoir central. Louis XVI, monté sur le trône en 1774, est un homme bien intentionné, sincèrement préoccupé par le sort de son peuple, mais fondamentalement indécis, un roi qui cherche des solutions sans pouvoir trancher. Le problème central est financier. La France a participé à la guerre d'indépendance américaine, elle y a soutenu les révolutionnaires américains contre l'Angleterre, son ennemi héréditaire. Cette guerre a coûté des sommes colossales. Le trésor royal est vide, les emprunts s'accumulent. Les intérêts de la dette absorbent une part croissante des recettes. Dans ce contexte, les ministres des Finances se succèdent, sans trouver de solution durable. Turgot, libéral convaincu, est renvoyé après 2 ans. Cluny de Nuit meurt en fonction. La France cherche désespérément un homme capable de redresser les comptes sans déclencher une révolution fiscale. C'est dans ce vide que Necker va s'engouffrer. Non pas par la porte principale, les règles de l'Ancien Régime lui interdisent formellement d'entrer au conseil du roi, parce qu'il est protestant et étranger, mais par une porte de côté en tant que directeur général avec un titre inférieur mais un pouvoir réel. Il arrive avec une réputation, celle d'un banquier qui a fait fortune, d'un écrivain économique dont l'Académie française a couronné les essais, et d'un homme que le salon de sa femme, Suzanne Necker, a placé au cœur des réseaux intellectuels parisiens. Buffon, Grimm, d'Alembert gravitent autour de sa table. Saint-Ouen, à cette époque, est encore un village de banlieue que les familles aisées prisent pour la villégiature. Les bords de Seine, l'air frais, l'éloignement de la capitale sans en être trop loin. Les Necker y ont leur château, une résidence de campagne qui deviendra, au fil des crises, bien plus qu'un lieu de repos. Genève, Paris, la fortune. Jacques Necker naît le 28 septembre 1732 à Genève. Son père est professeur de droit, sa famille est de la bourgeoisie protestante cultivée, pas des aristocrates, pas des pauvres, des gens sérieux et ambitieux. À 18 ans, il quitte Genève pour Paris. Il entre comme simple commis à la banque genevoise Vernet.
Travailleur, intelligent, fin spéculateur sur les rentes et les emprunts d'État, il monte rapidement. En 1762, il fonde avec Isaac Télusson la maison Télusson, Necker et Silly. En quelques années, il est à la tête d'une fortune considérable, constituée notamment par des opérations sur les dettes de la couronne française. En 1764, il épouse Suzanne Curchod, une Suissesse cultivée qui avait jadis failli épouser l'historien Gibbon. Le mariage est heureux, solide. Suzanne tient salon, reçoit l'élite intellectuelle de Paris. C'est dans ce salon que naît la réputation politique de Necker, avant même qu'il soit ministre. En 1766, leur unique enfant voit le jour, Germaine, qui deviendra Madame de Staël. L'entrée au gouvernement. En 1773, Necker publie l'Éloge de Colbert, un essai économique couronné par l'Académie française. Il y dessine le portrait du ministre idéal, rigoureux, soucieux de l'intérêt public, attentif aux dépenses. Beaucoup y reconnaissent un autoportrait assumé. En octobre 1776, Louis XVI le nomme directeur général du Trésor royal. En juin 1777, il devient directeur général des finances. C'est le sommet accessible pour un protestant étranger. Pas de titre de ministre, pas d'accès au conseil, mais la réalité du pouvoir sur les finances du royaume. Ce qu'il fait en 5 ans est considérable. Il s'attaque aux dépenses, en particulier aux pensions versées aux courtisans. Ces privilèges oisifs qui pèsent sur les recettes. Il réforme la ferme générale, qui collecte les impôts. Il crée des assemblées provinciales qui associent les 3 ordres à la gestion locale. Une innovation remarquable pour l'époque. Il abolit le servage sur les domaines royaux, et pour financer la guerre d'Amérique sans augmenter les impôts. Parce qu'augmenter les impôts eût déclenché une tempête politique. Il emprunte massivement. Le compte rendu et la chute. En février 1781, Necker commet un geste qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la monarchie française. Il publie le compte rendu au roi, un état des finances royales rendu public, accessible à tous. Pour la première fois, les Français peuvent lire, noir sur blanc, ce que leur roi dépense et comment. L'effet est saisissant. Le document devient immédiatement un best-seller. Des dizaines de milliers d'exemplaires s'arrachent dans toute la France. Le peuple y découvre le montant des pensions versées aux nobles de cour, le coût de l'entourage royal, les dépenses somptuaires de Versailles. Necker y présente un budget en équilibre, ce qui sera contesté plus tard par ses adversaires qui affirmeront qu'il a dissimulé un déficit réel. Mais dans l'immédiat, la publication lui vaut une popularité extraordinaire et des ennemis féroces. Le Parlement de Paris, l'aristocratie de cour, la reine Marie-Antoinette elle-même. Tous ceux qui se voient épinglés dans ces pages se déchaînent contre lui. Le comte de Maurepas, principal conseiller du roi, choisit son camp contre Necker. Et Louis XVI, qui n'aime pas les conflits, lâche son ministre. Le 19 mai 1781, Necker démissionne. La nouvelle provoque une stupeur dans Paris. Et ce mouvement spontané dont nous parlions en ouverture se produit. Les Parisiens convergent vers Saint-Ouen. Catherine II de Russie elle-même lui écrit pour lui exprimer son admiration. Necker mesure, dans son château de campagne sur la Seine, l'ampleur d'une popularité que peu de ministres de l'Ancien Régime ont connue. L'exil productif de Saint-Ouen. Les années qui suivent, Necker les passe en partie à Saint-Ouen, en partie en Suisse. C'est dans cette période de retrait qu'il rédige son traité de l'administration des finances de France, publié en 1784, une œuvre de fond qui précise sa philosophie économique et justifie ses choix passés. Il y développe ses idées sur la dette publique, sur la transparence des finances, sur le rôle de l'opinion publique dans la légitimité du pouvoir. Des idées qui sonnent étonnamment modernes. Il n'est pas inactif politiquement non plus. Depuis Saint-Ouen, il observe, il critique, il publie. Quand Calonne, son successeur, l'attaque publiquement devant l'Assemblée des notables en 1787, l'accusant d'avoir falsifié les comptes du compte-rendu, Necker répond avec virulence. Louis XVI le fait exiler à 20 lieues de Paris. La polémique enflamme l'opinion. Le retour triomphal
et la chute finale. En août 1788, la monarchie est au bord de la faillite. Loménie de Brienne a échoué. La banqueroute menace. Louis XVI n'a plus le choix. Il rappelle Necker avec le titre de ministre d'État, ce que l'on lui avait refusé 7 ans plus tôt. Cette fois, il entre dans le Conseil. La liesse est immense à Paris. On attend de Necker des miracles. Il convoque les États généraux, obtient le doublement du tiers-État dans la représentation, une décision politique lourde de conséquences. Son discours d'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789, déçoit pourtant les députés. Il parle finance quand ils attendent politique, il donne des chiffres quand ils veulent des principes. Le 11 juillet 1789, Louis XVI le renvoie une nouvelle fois, pour sa trop grande complaisance à l'égard de l'Assemblée. La nouvelle de ce renvoi arrive à Paris le lendemain. Elle déclenche une explosion. Des émeutiers portent les bustes de Necker dans les rues, envahissent les armureries, commencent à s'organiser. Le 14 juillet, ils prennent la Bastille. Necker est peut-être le seul homme dans l'histoire dont le licenciement a déclenché une révolution. Louis XVI le rappelle une troisième fois, le 16 juillet. Necker rentre à Paris sous les acclamations, un retour triomphal. Mais c'est une victoire à vide. La révolution est en marche. Ses propositions financières sont rejetées par une assemblée qui a d'autres priorités. Mirabeau, qui l'avait humilié en refusant de l'intégrer au Conseil, le combat ouvertement. En septembre 1790, épuisé, décrié, Necker démissionne pour la dernière fois. Il repart en Suisse dans l'indifférence générale. Il mourra à Coppet le 9 avril 1804, aux côtés de sa fille Germaine, l'autre grand esprit de la famille. Ce que Necker a changé. L'héritage de Necker était difficile à saisir, parce qu'il est fait autant de ce qu'il a réussi que de ce qu'il n'a pas pu accomplir. Ce qu'il a réussi, inventer la transparence budgétaire. Le compte rendu au roi de 1781 est, dans l'histoire de France, le premier document officiel sur les finances publiques, rendu accessible à l'opinion. Ce geste-là, rendre les comptes publics, est fondateur. Il rompt avec le secret opaque de l'Ancien Régime et préfigure ce qui deviendra, après la Révolution, une exigence démocratique fondamentale. Il a aussi introduit des réformes sociales réelles, la suppression du servage sur les domaines royaux, les assemblées provinciales, la réorganisation fiscale, qui, même limitée, représentait une avancée dans une monarchie figée par ses privilèges. Les zones d'ombre. Mais Necker est aussi un homme profondément ambigu, et il serait malhonnête de l'oublier. D'abord, le compte-rendu lui-même est suspect. Ses adversaires, et les historiens après eux, ont établi qu'il présentait un excédent fictif, en dissimulant des dépenses extraordinaires. Necker a joué avec les chiffres pour se construire une réputation. Ce qu'il présentait comme de la transparence était aussi en partie de la communication politique au sens moderne du terme, une mise en scène habile des faits. Ensuite, sa politique d'emprunt massif pour financer la guerre d'Amérique, sans augmenter les impôts, a aggravé une dette déjà insoutenable. Les générations qui payèrent cette facture furent celles de la Révolution. On peut se demander si Necker n'a pas, en repoussant les choix difficiles, contribué à l'effondrement qu'il cherchait à éviter. Et puis il y a le personnage lui-même, sa vanité, son goût du prestige, son incapacité à agir décisivement, quand les circonstances l'exigeaient. En 1789, quand la Révolution éclate et que l'histoire s'emballe, Necker hésite, tergiverse, propose des demi-mesures. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de courage politique. Ce que Saint-Ouen lui doit et ce qu'il lui a rendu. Saint-Ouen a été pour Necker un refuge, le lieu où il se retirait après chacune de ses disgrâces, où il reprenait des forces, où il écrivait. Le château Necker n'existe plus aujourd'hui. Il ne reste aucune trace physique de cette demeure. Mais le lien est attesté. C'est à Saint-Ouen que la France entière venait saluer le ministre déchu en 1781, dans un geste spontané qui dit quelque chose de la puissance symbolique qu'avait acquis cet étranger protestant dans le cœur du peuple parisien. Ce que Necker a rendu à Saint-Ouen, c'est une place dans les histoires nationales. La ville n'est pas seulement un lieu de passage. Elle a abrité pendant ces années les plus cruciales
l'homme qui était peut-être le seul capable de réformer la monarchie française sans la détruire. Il n'y est pas parvenu. Mais il a essayé depuis cette terrasse sur la Seine. Jacques Necker est une figure tragique, au sens classique du terme. Un homme de grande intelligence, de réelle conviction, porteur d'idées en avance sur son temps, qui s'est heurté à des forces qu'il ne pouvait pas surmonter, la rigidité d'une monarchie incapable de se réformer, l'hostilité d'une aristocratie qui refusait de perdre ses privilèges et ses propres limites, sa vanité, ses calculs, son incapacité à trancher. Il a été trop aimé du peuple pour que les grands le supportent, trop étranger à la culture de la cour pour en maîtriser les codes, trop prudent pour être un révolutionnaire et trop ambitieux pour être un simple technicien. Et il restera dans l'histoire française avec cette singularité. Être l'homme dont le licenciement a déclenché la prise de la Bastille. Ce n'est pas une mince épitaphe. Le château Necker de Saint-Ouen a disparu. Il ne reste pas une pierre, pas une gravure visible dans l'espace public. Mais cette terrasse sur la Seine a existé. Et pendant quelques années, au bord d'une révolution que personne ne voulait vraiment, c'est là que battait un cœur de l'histoire de France. Le prochain épisode nous mènera dans les pas de celle qui a grandi à l'ombre de ce château, qui en a hérité le regard critique et l'ambition intellectuelle, et qui en a fait une arme contre les tyrans de son temps. Fille de Necker, citoyenne de l'Europe, exilée par Bonaparte, Madame de Staël sera avec nous dans le prochain épisode de Figures de Saint-Ouen.